sont déroulés il y a quelques mois. Il y a des demandes beaucoup plus urgentes. Marseille est une ville où on vous au-delà de la sélection. Bonsoir à tous, un candidat et vos questions pour ces talks municipales Mars Actu change la donne. Et ce soir, c'est Pape Diouf qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors pendant une heure, nos internautes vont vous interroger sur votre programme, votre vision politique. Et c'est Clémentine Vess qui se fera le relais de leurs questions. Bonsoir Clémentine. Bonsoir. Alors rappelez-nous un peu le principe. Alors comme la dernière fois, vous pourrez poser vos questions directement sur notre site ou sur Twitter avec le hashtag Live Mars Actu. Vous pourrez aussi commenter et réagir à tout ce qui sera dit pendant cette heure. Alors voilà pour la règle du jeu, Pape Diouf. Avant les municipales, les Marseillais, vous connaissez essentiellement pour votre période à la tête de l'Olympique de Marseille, mais ce n'est pas votre premier engagement politique. Pendant les présidentielles, on vous avez vu notamment soutenir François Hollande. Aujourd'hui, vous partez seul, en tout cas avec une équipe de colistiers dans cette aventure des municipales. Vous avez présenté un programme, même si vous disiez dans un premier temps que c'était pas trop votre truc. Et bon, finalement, il est là, ce programme. Vous l'avez présenté la semaine dernière. Ça suscite beaucoup de questions chez nos internautes, mais votre démarche en général suscite des questions parce qu'elle se veut en dehors des clous politiques habituels. Clémentine, on a déjà reçu un certain nombre de questions dans l'après-midi. Une première, voilà, qu'est-ce que vous nous proposez pour démarrer ? Alors, Marseille Je t'aime nous dit « Je trouve votre démarche citoyenne très intéressante et j'adhère à votre contrat citoyen. Cependant, je remarque que vous êtes entré en campagne relativement tard par rapport aux autres. Donc, je voulais savoir si vous serez en mesure de présenter des listes dans chaque secteur. » Tout d'abord, évidemment, on présentera des listes dans chaque secteur sur le temps. C'est vrai que ce n'était pas la première fois que j'entends cette remarque que nous serions arrivés en retard, j'allais dire, sur le paysage électoral. Il faut bien déterminer ce qu'on appelle le temps politique et le test du temps. Moi, je ne suis pas, branché sur le temps politique. J'ai simplement pris la décision de me présenter au moment où j'ai pensé devoir le faire. Alors si évidemment au yeux de certains c'est avec quelques retards, je peux tout à fait comprendre ça. Mais pour ma part, j'ai pris la décision au moment précis où j'ai décidé de le faire. Mais ce n'est pas trop tard, en tout cas, pour avoir les 303 colistiers que Marseille Je t'aime réclame. Dès lors que je dis que nous aurons sur les 8 secteurs les listes requises, c'est que sur ce plan purement technique qui n'est plus politique, nous répondrons en tout cas aux exigences que veut le scrutin électoral. On disait que c'était compliqué dans le 11-12 notamment pour vous ? Non, rien n'est très compliqué. C'est vrai que établir une liste n'est jamais très facile puisqu'il faut quand même, pour avoir une présence sur les 8 secteurs, il faut au moins plus de 300 personnes. Donc c'est vrai qu'il faut non seulement qu'il y ait des volontaires, des gens qui ont envie, j'allais dire, de nous suivre, mais qui répondent à peu près un peu à ce que nous souhaitons aussi, puisque ce n'est pas simplement de remplir des listes, il est aussi surtout de rencontrer des gens qui partagent notre vision des choses, notre manière de voir. Alors, les internautes vont vous poser, je crois, encore quelques questions, mais on verra s'ils partagent votre vision des choses. On a vu que le premier internaute vous était plutôt favorable, ça commence bien pour vous, mais est-ce que ça continue, Clémentine ? Alors, toujours sur cette question de l'engagement, de l'entrée en campagne, électeur du 8e nous demande « Votre candidature n'est-elle qu'une candidature de témoignage ? Pour peser réellement sur le cours des choses, ne fallait-il pas entrer plus tôt en campagne ?» Je pense avoir déjà répondu quant à l'opportunité de rentrer tôt ou juste au moment où je suis rentré. Moi, je n'ai jamais compris ce qu'était une candidature de témoignage. On se demande si vous avez vraiment envie de gagner, Pape Diouf. Est-ce que vous êtes vraiment là pour gagner ? Écoutez, je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée. Donc la question qui m'a été posée, c'est de savoir est-ce que c'est une candidature de témoignage. Je vais répondre à ça. Une candidature de témoignage, pour moi, n'a pas de sens. Ou on est candidat ou on ne l'est pas. Et si on est candidat, c'est que de toute façon, on a des choses à dire. En tout cas, on a une démarche à entreprendre. Je suis dans ce schéma-là. Candidature de témoignage, à mon sens, il y a quelque chose de très honorable à supposer que ça puisse exister. Alors, on nous demande aussi, est-ce que faire court, cela rend la campagne moins pénible ? Vous savez, s'il faut exprimer des sentiments, s'il faut exprimer surtout des convictions, et vouloir la jouer courte en se disant bon, je vais essayer de faire la campagne la moins longue possible,
je pense qu'il vaut mieux rester chez soi. Il faut savoir simplement que moi, je ne suis pas un homme politique, que j'entreprends une démarche citoyenne. Lorsque j'ai décidé de me lancer dans cette affaire, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit que c'était pratiquement un devoir pour moi, non pas, j'allais dire, une démarche politicienne. La politique, pas que je la condamne, puisque la politique définie selon les Grecs, c'est que le gouvernement de la cité, c'est un peu la gestion de la cité, dans une démarche honorable. Non, cette politique-là, je ne la récuse absolument pas. La politique que je récuse, c'est celle qui est politicienne, c'est celle qui est, j'allais dire, faite de travers et de promesses de Gascon. Vous parlez quand même d'accepter le débat démocratique. Il y a beaucoup de critiques venant notamment de Patrick Mennucci sur le fait que Jean-Claude Gaudin ne soit pas vraiment entré en campagne, qu'il n'accepte pas le débat. Vous regrettez aussi que le maire ne soit pas plus dans le jeu ? Ben, chacun a une liberté, j'allais dire, de rentrer dans le jeu électoral comme il l'entend. Si le maire estime qu'il n'a pas à débattre avec l'un ou avec l'autre, libre à lui, mais libre aussi aux électeurs d'en apprécier le ressort d'un refus ou le ressort d'une acceptation. Je crois qu'il n'est pas, à mon sens, il ne revient pas forcément aux uns ou aux autres d'apprécier le bien fondé d'une telle décision, mais uniquement les électeurs. C'est à eux d'apprécier à l'heure où il faut accomplir le geste électoral. Alors, on va rappeler que les internautes vous interrogent jusqu'à 19h30. Le hashtag, c'est live MarsActu ou dans les commentaires à côté de la vidéo pour poser les questions. Clémentine, ça continue à arriver, ces questions. Alors, un autre exemple ? Voilà, alors déjà, ça réagit. On a un internaute qui nous dit « Vous n'êtes pas sur le temps politique, mais sur quel temps êtes-vous » Sur le temps de Pape Diouf, tout simplement. Et c'est quoi le temps de Pape Diouf ? Le temps de Pape Diouf, c'est celui qui m'a amené à une réflexion, à me demander est-ce que les choses telles qu'elles se passent à Marseille, je dois rester les bras croisés ou pas, approfondir ma réflexion, consulter des gens, voir un peu autour de moi s'il y a aujourd'hui un vrai réflexe collectif pour essayer d'enrayer ce que nous appelons en tout cas des travers. Tout ça, ça requiert une démarche, ça requiert une réflexion. Et quand la réflexion aboutit, en ce moment-là, on décide simplement de s'engager. C'est simplement ce temps-là. D'accord. Et vous ne pensez pas que ça vous sera préjudiciable au final ? Écoutez, on verra bien. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans ce scrutin qui s'annonce, les analyses les plus fines sur le plan électoral, la science politique la plus sophistiquée, n'arrivent pas aujourd'hui à décrypter ou à percer le mystère qui va de toute façon entourer ce scrutin. Nul ne sait ce qui va se passer. Il ne faut pas oublier qu'à Marseille, nous sommes dans la ville où il y a le plus d'abstentionnistes. Le parti des abstentionnistes est sans doute le plus grand ici qu'ailleurs. Et on ne peut pas préjuger du geste que feront ces abstentionnistes. On ne sait pas ce qu'ils feront. Alors, n'anticipons pas. On a vu beaucoup de pseudo-spécialistes, beaucoup de pseudo-experts se trompaient très lourdement lorsqu'il s'était agi pour eux d'anticiper sur un résultat électoral. Alors, ne recommettons pas la même erreur aujourd'hui. Alors, vous venez de parler des abstentionnistes. Pour les faire venir voter, il faut les convaincre. Quelques questions plus concrètes peut-être, Clémentine ? Oui, alors on a JCM qui nous demande « Avoir dirigé l'OM, est-ce un véritable avantage pour cette campagne ? Cela confère-t-il une quelconque légitimité pour prétendre à la mairie de Marseille ? On ne préside pas une municipalité comme un club de foot, non ?» Je vais vous dire, c'est évidemment un rapprochement qui a été fait. J'ai été pendant 5 ans le président de l'Olympique de Marseille. Là où la durée de vie des présidents, hormis tapis, était de 2 ans, 2 ans et demi. Pendant 5 ans, j'ai dit ce que je faisais et j'ai fait ce que je disais. C'est le signe que vous étiez un bon gestionnaire ? Je n'ai pas été chassé par les mauvais résultats. Je n'ai pas été chassé par une fronde populaire, ni par des casseroles judiciaires. Lorsque je suis arrivé au club, il y avait un déficit de plus de 35 millions d'euros. Je suis parti en laissant dans les caisses 40 millions d'euros. Je ne vais pas aujourd'hui me plaindre que des gens aient pu m'apprécier pendant ces 5 années et aient pu connaître l'homme que j'étais. Cet homme-là travaille depuis l'âge de 17 ans ou de 18 ans. Alors quand on parle d'expérience en politique ou de compétences en politique, j'aimerais bien savoir ceux qui aujourd'hui se prévalent de cette expérience-là et de cette compétence-là, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis tant d'années. Sinon, évidemment, oui, peut-être d'affiner,
le clientélisme, peut-être d'affiner une certaine forme de corruption, peut-être d'affiner une certaine manière entre chapelles, entre clans, hein, de se passer le petit mot. Non, c'est vrai que je ne suis pas du tout expérimenté quand il s'agit de ça. Mais pour travailler, pour connaître en tout cas ce qu'est être dans la vie active, depuis 17 ans, je suis sur le terrain. Pour vous, gérer l'OM avec ses influences diverses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent influer sur le sort de l'OM, c'est pareil que d'influer sur le sort d'une ville. Avant de venir à l'Olympique de Marseille, de toute façon, lorsque j'ai été nommé à la tête de l'OM, sans doute beaucoup de gens étaient très sceptiques et n'avaient pas manqué de faire part de ce scepticisme. Je suis sorti, je ne dirais pas sous les bravos, mais en tout cas la satisfaction générale. On verra bien ce qui va se passer. Mais sachez simplement que moi, je ne suis pas de ces hommes politiques qui viennent avec des fiches bourrées dans les poches. Vous n'en avez pas ce soir. Hein, et qui viendra faire semblant de connaître tous les secteurs et de pouvoir parler de tout. J'ai autour de moi une équipe de gens super compétents, des experts, capables de parler de tout ce qui touche de près ou de loin à la ville, et des gens que je peux consulter lorsqu'il s'agit de prendre une décision concernant un secteur bien précis. J'aurai les éléments requis, les éléments nécessaires pour prendre la seule décision qui va dans le sens des intérêts des habitants. Alors ce soir, même si vous avez tous ces experts, c'est vous qui passez sur le grill, j'allais dire. Alors Clémentine? Alors Lilou nous dit l'OM c'est bien beau, mais les équipements sportifs à Marseille laissent à désirer. Que comptez-vous faire pour qu'on puisse faire du sport dans de bonnes conditions et quelle que soit la discipline? Mais évidemment que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui à Marseille, on peut déplorer le manque d'équipements sportifs. Il y a un tel déséquilibre dans cette ville, incarné par cette fracture sociale bien souvent ramenée entre les pôles nord et les pôles sud, qu'il faille effectivement se retrousser les manches et essayer de réduire cette fracture sociale. À mon avis, le nord et le sud ne sont pas simplement les deux pôles qu'il faut considérer, il faut considérer l'ensemble de la ville, aussi bien l'est et l'ouest aussi. Alors, équiper la ville, j'allais dire, de ce dont elle a besoin, ce n'est pas seulement sur le plan sportif, c'est sur tous les plans. Quand on prend un quartier, sans doute le plus important de Marseille, qui s'appelle la Belle de Mai, qui a plus de 40 000 habitants et où on ne trouve pas une seule bibliothèque, pourquoi ne pas penser aussi à équiper certains quartiers, dont celui-ci, je dirais, de certaines bibliothèques, par exemple. Donc, je crois que l'histoire des équipements sportifs n'est pas simplement, comment vous dire, on ne peut pas l'exclure d'un projet beaucoup plus global. Je crois qu'il faut considérer l'ensemble des problèmes qui aujourd'hui défigurent la ville. Mais derrière la question de notre internaute, il y a aussi l'idée, est-ce qu'on n'a pas donné trop d'argent public au foot professionnel? On sait que l'OM a payé que 50 000 € de loyer pendant les travaux pour utiliser le Vélodrome. Est-ce que vous rééquilibreriez ça? Est-ce que vous pensez qu'on a donné trop d'argent public à l'OM? Écoutez, depuis quelques années, depuis plusieurs années quand même, il ne faut pas oublier que l'Olympique de Marseille est devenue une société commerciale. Donc, c'est une société qui ne prenait plus du tout l'argent public. À 50 000 € loyer, on peut quand même considérer que c'est un cadeau, le Vélodrome. Oui, évidemment, mais là, aujourd'hui, les discussions sont à nouveau entamées. Et on parle même de 8 millions d'euros par année. On verra bien ce qui va se passer. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur le montant de ce loyer-là pour déplorer que l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, est la seule entité sportive dont la ville s'est occupée. Il ne faut quand même pas oublier que l'Olympique de Marseille reste aussi à Marseille, j'allais dire, une entité prestigieuse et une entité qui a réussi beaucoup plus que d'autres entités à réunir les gens, à faire en sorte qu'il y ait une véritable conscience collective. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. L'OM a eu et a aujourd'hui encore un rôle social indiscutable. Alors, toujours au sujet de l'OM, Rimbaud 13 nous demande êtes-vous pour la vente du stade Vélodrome car les partenariats publics-privés ne profitent qu'aux privés? Sur cette question, je crois que d'autres concurrents se sont prononcés. On va le dire très clairement, hein. Patrick Menucci veut vendre le Vélodrome. Godin dit non, pas du tout. Godin veut conserver le stade Vélodrome dans ce qu'il appelle le patrimoine local. Il n'a pas tout à fait tort. Menucci veut vendre l'OM afin de préserver, dit-il, la poche du contribuable. Il n'a pas non plus tout à fait tort. Il y a une solution. La solution, de mon point de vue, consisterait, si on trouve quelqu'un qui veuille racheter le stade, mais il faudra chercher pour trouver celui-là, qui veuille racheter le stade,
on peut le lui vendre en lui posant 2 conditions absolument nécessaires avant toute idée de vente du stade. La première condition, c'est de dire que l'Olympique de Marseille, ou le club qui lui succédera, on ne sait jamais dans la vie, il peut devenir peut-être demain un autre club, par fusion ou simplement, bon, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Il faut que le club, l'Olympique de Marseille en l'occurrence, ou celui qui le remplacera, puisse à tout moment jouer ses matchs au stade Vélodrome. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition est d'exiger à l'acquéreur de ne jamais revendre le stade afin de le laisser entre les mains des promoteurs qui pourraient demain faire des promotions immobilières à la place. Le stade Vélodrome doit toujours rester le stade Vélodrome et donc restera évidemment dans ce qu'on peut appeler le patrimoine local, puisque les Marseillais et les spectateurs qui y vont ne se poseront pas à chaque fois la question de savoir à qui appartient le stade à partir du moment où ils s'y rendent, à partir du moment où ils y voient évoluer leur équipe favorite. Donc ok pour le vendre tant que son objet n'est pas dévoyé, voilà, on va résumer ça comme ça. Oui, c'est une manière de résumer les choses. Très bien. Alors Clémentine, une dernière question des forums, on passera à la question Carticipe ensuite. Alors on a pas mal de questions sur les délégations de services publics qui font parler d'elles en ce moment. On nous demande notamment, êtes-vous pour ou contre le contrat avec Veolia que Jean-Marc Coppola a promis de poursuivre en justice? Donc c'est le contrat de l'eau. Voilà, le contrat de l'eau, c'est 3 milliards d'euros signé par la communauté urbaine. Veolia pour tout ce qui est la distribution et puis essentiellement Suez pour ce qui est de l'assainissement. Alors, vous auriez fait pareil ou vous auriez fait différemment? Écoutez, faire pareil ou faire différemment, c'est très facile d'émettre des critiques. Je crois qu'il faut avoir tous les éléments d'un tel accord, d'un tel dossier avant de se décider, puisqu'il y a toujours des éléments qui nous échappent. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'eau me semble être en tout cas un domaine très important. On ne peut pas signer des contrats de cette échelle-là sans tenir compte de ce qu'est l'intérêt réel des populations et des habitants. Et de ce point de vue-là, je ne dirais pas comme Coppola, il faut tout remettre en question. Il faudra à nouveau se rasseoir autour d'une table, prendre tous les éléments qui concernent cette question-là, les peser et les sous-peser avant de prendre une décision. Et c'est ce que nous comptons faire, pas seulement en ce qui concerne l'eau, mais dans tous les domaines. Alors, et si on prend ce contrat, pardon Clémentine, si on prend ce contrat, il est signé pour 15 ans par Eugène Caselli. Vous dites, on attend 15 ans ou dès en arrivant, on re-regarde, on évalue? Mais bien sûr qu'on doit pouvoir. Il n'y a pas lieu d'attendre 15 ans. C'est vrai que les contrats signés doivent être respectés, mais ceux qui signent les contrats savent pertinemment aussi, à un moment donné, en fonction d'une volonté populaire qui s'exprime et qui pourrait donc s'exprimer à l'occasion de cette élection-là, je crois que les principaux protagonistes de ce contrat-là savent qu'il est tout à fait naturel et possible de remettre, non pas en cause, j'allais dire, des accords fondamentaux, mais en tout cas de revoir en profondeur certaines choses. C'est logique. Mais comment vous faites ça si vous n'avez pas de contrat clair avec les électeurs? Vous leur dites pas « je veux revenir au public » ou « je veux maintenir le privé ». Donc comment on pourrait dire « Pape Diouf a eu un mandat des électeurs pour remettre en cause le contrat de l'eau ». Mais écoutez, à partir du moment où vous êtes élu maire, c'est que déjà, vous avez quand même le contrat moral de discuter des choses. Vous pouvez le discuter complètement, je l'ai dit avec les protagonistes. C'est là, le contrat, il est moral, il n'est pas, j'allais dire, juridique. D'accord, donc pour vous, vous avez le pouvoir absolu, on va dire, donné par les urnes. Je ne dis pas ça, je ne dis pas non plus que c'est un pouvoir absolu. C'est à un moment donné, il faut savoir faire appel à l'intelligence des différents protagonistes, je le répète, à leur bon sens, simplement de manière à pouvoir regarder ce qui a été discuté et qui peut être rediscuté de manière beaucoup plus équitable. D'accord, Pape Diouf. Clémentine ? Toujours au sujet des délégations de services publics, on nous demande quelle est votre position sur les cantines scolaires. Doit-on maintenir une délégation de services publics avec Sodexo ou doit-on remunicipaliser? Vous savez, je pense que cette question-là peut tout à fait s'intégrer dans la question précédente. Ce qu'il convient, puisque cela touche, vous semble-t-il, l'école. Et l'école, pour moi, me paraît être le dossier prioritaire en cas d'élection. Et la nourriture qui est distribuée à nos enfants doit être, j'allais dire, de première qualité et doit être d'une surveillance absolue, d'un soin absolu. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des réserves qui sont posées
dans la qualité de la nourriture qui est distribuée. Les dernières polémiques vous gênent, Pape Diouf? Vous pensez que c'est pas possible dans les écoles marseillaises d'avoir ce genre de problème avec la nourriture, justement? C'est pas qu'elle me gêne, c'est simplement là aussi, il faudra refixer les règles du jeu. Il faudra arriver à ce que, avec Sodexo, nous trouvions non seulement, j'allais dire, un accord qui soit équitable, mais surtout qui qualifie la nourriture qui est donnée. Il faut que la nourriture qui est apportée par Sodexo soit de première qualité et qu'elle soit, j'allais dire, d'un grand équilibre aussi pour nos enfants. C'est ça. Qu'elle soit bio, par exemple? Il faudra voir. On ne peut pas ici, d'un coup, tout de suite dire oui, il faut qu'elle soit bio. Il faut qu'elle soit de la meilleure, de la première qualité. Qu'elle soit bio ou pas, il faut qu'elle soit de la première qualité. Allez, on change de sujet, on passe à notre question Carticipe. Carticipe, c'est notre plateforme collaborative. Les internautes peuvent proposer certains projets dans l'aménagement de leur quartier par thématique. Et aujourd'hui, pour vous, on a choisi une question qui a recueilli 66 votes positifs. C'est l'ouverture de la digue du Large aux joggers. Est-ce que vous êtes favorable à cette ouverture ? L'ouverture de la digue du Large, pour que les joggers puissent faire à peu près 15 km aller-retour de balade sans être dérangés par les voitures. Écoutez, si on part de l'idée que gérer une ville, c'est d'abord gérer, j'allais dire, au mieux des intérêts des gens et à leur plus grande satisfaction. Pourquoi ne pas effectivement considérer ce qu'une large majorité souhaite, qu'on ne puisse pas s'y pencher, qu'on ne puisse pas essayer effectivement de réaliser ça. Cela me semble tout à fait logique de ne pas tourner le dos à ce type de suggestion, à ce type d'initiative. D'autant moins en ce qui nous concerne, nous, que le projet qui est le nôtre, des axes programmatiques qui sont les nôtres, c'est justement d'associer la population à tout ce que nous souhaitons faire. C'est de ne pas faire les choses contre la population, mais c'est de les faire avec elle, c'est de les faire à côté d'elle. Alors, si évidemment une grande majorité de Marseillais se prononçait pour une telle décision, mais ce serait étudié avec la plus grande bienveillance. Alors cet axe participatif est un des fils conducteurs de votre programme. J'imagine qu'on va le retrouver dans la thématique sociale qu'on va essayer d'aborder. C'est un gros problème à Marseille, très fort taux de pauvreté. Clémentine, des questions des internautes là-dessus, forcément. Oui, alors on a une question de Pierre Coronas sur Twitter qui nous demande quelle solution proposez-vous pour un logement pérenne et salubre des Roms à Marseille ? C'est un problème qui n'est pas simplement propre à Marseille. Ce problème est plutôt un problème national, voire un problème continental. Cela concerne toute l'Europe. On ne peut pas, sous simple, parce que simplement on souhaite avoir, j'allais dire, cette paix, cette tranquillité autour de soi, fermer les yeux sur un drame humain, puisque ça en est un. Je crois qu'il faut pour cela trouver effectivement des solutions durables qui nous préservent, j'allais dire, de ce que nous voyons, de ce que nous vivons, qui peut tout à fait amener certaines populations environnantes à l'exaspération, puisque c'est vrai qu'elles sont celles où les zones où les Roms prennent le parti, j'allais dire, de s'installer. C'est évidemment une manière parfois de gêner les populations les plus proches. Il faut trouver des solutions à l'échelle nationale et même, je dirais, à l'échelle continentale. Pour ça, cela suppose effectivement que l'Europe s'y mette. Il faut aussi que les États s'y mettent et enfin les municipalités poursuivent. Il ne faut pas croire que parce qu'on est maire ou parce qu'on veut promouvoir une politique municipale qu'on a toutes les solutions. Mais il y a un élément concret quand même pour le maire, c'est lui qui décide de demander l'expulsion sur les terrains communaux ou pas. Est-ce que demain vous dites moratoire sur les expulsions sans relogement par exemple ? Il peut demander une expulsion sans que évidemment ça ne soit suivi d'effet aussi. Oui bien sûr, mais quand il y a une décision de justice, généralement le préfet l'applique. Il ne faut justement pas, sous la poussée simplement, j'allais dire, électoraliste, prendre des décisions qui manqueraient d'humanité. Quelque part, il faut essayer de trouver des solutions. Je pense que en analysant tous les ressorts, on doit pouvoir trouver une solution
pour permettre aussi bien aux populations de trouver la tranquillité qu'à des populations, j'allais dire, totalement démunies, de pouvoir aussi vivre un tout petit peu. Allez, on retourne sur le forum, Clémentine. Oui, alors vous avez signé la charte de la Fondation Abbé Pierre et le Médecins du Monde relative à l'accès à l'eau. Laura vous demande, comptez-vous mettre des sanitaires gratuits à Marseille? Je crois que c'est une bonne chose, d'abord pour deux raisons. Cela donne plus de commodité aux gens, puisque c'est quand même beaucoup plus commode, j'allais dire, d'avoir ce type d'endroit dans la ville. Et puis aussi, cela permet, je dirais, à certaines personnes aujourd'hui, puisqu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui sont sans domicile fixe, d'avoir peut-être des endroits où ils peuvent retrouver un peu d'humanité. Moi, cela ne me gêne absolument pas. Voilà, vous venez en quelque sorte de répondre à une question qui demandait, en parlant de l'eau, que prévoyez-vous pour l'accès à l'eau à Marseille? La Fondation Abbé Pierre réclame par exemple des bains-douches aussi, des bains-douches municipaux par exemple, pour que les SDF puissent avoir aussi cette dignité de pouvoir se laver, etc. Tout ça, pour vous, ça fait partie d'une politique alternative qui doit être mise en place à Marseille? Je pense que ce qu'il convient quand même de dire, c'est qu'on ne peut pas vivre dans une ville qui serait en fait une double ville, dont on pourrait dire qu'elle est multiple. Deux villes côte à côte, mais dos à dos, ce n'est pas supportable. Il faut arriver à unifier, me semble-t-il. Il faut arriver à réduire ce que j'appelle la fracture sociale. On ne peut pas, comme ça, continuer à vivre en oubliant toute une partie de la population. Il faut donc trouver des solutions d'ordre social, des solutions d'ordre économique, de manière à pouvoir réduire cette fracture sociale. Et il faut savoir une chose. Moi, j'ai toujours pour l'habitude, puisqu'on parle toujours à Marseille du Nord et du Sud, considérer à l'échelle internationale un autre combat qui se situe entre le Nord et le Sud. Sauf que là, il faut changer les termes. Ces gens qui viennent parfois d'Afrique, qui viennent de très loin, et qui s'embarquent sur des navires improbables, des embarcations, j'allais dire, de fortune, qui viennent en sachant pertinemment que la mort peut être au bout. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans le port de Marseille, malheureusement. Mais qui sont prêts à braver cette mort. Ces gens-là justifient ce que disait le personnage du roman qui avouait qu'on ne devenait révolutionnaire que quand la mort restait le seul espoir. Alors, le Nord, riche, peut crier, peut dire tout ce qu'il veut. Des gens du Sud viendront toujours ici, sur ces embarcations, sur ces bateaux. Alors, n'arrivons pas à ces extrémités dans une ville comme Marseille. N'arrivons pas à cette extrémité où une certaine population finira par aller trouver et troubler la quiétude des gens qui se trouvent de l'autre côté. Trouvons une solution, un juste milieu. Et vous croyez qu'elle est facile à trouver, cette solution? Si c'était facile, on le saurait. Rien n'est facile. Mais il faut avoir la volonté politique, il faut avoir la volonté humaine de changer les choses, de changer la donne. Alors, Clémentine, encore des questions, j'imagine, sur le forum. Toujours du social ou on passe à autre chose? Alors, on a une réaction par rapport aux Roms. On nous dit donc on ne fait rien pour les Roms parce que c'est à l'État de le faire. Parce que c'est à l'État de le faire. C'est pas seulement l'État. Évidemment que l'État a sa part, mais au-delà de l'État, il y a même l'Europe, me semble-t-il. De ce point de vue-là, il faut, j'allais presque dire, mutualiser les efforts pour trouver une solution. Il ne faut pas que telle ou telle entité, telle ou telle institution se défausse sur les autres pour ne pas trouver de solution. La solution doit être collective, la solution doit être aussi, je le redis, une solution humaine. Mais c'est 2000 personnes à peu près, on va dire, qu'on peut appeler Roms sur la métropole marseillaise. Est-ce que, selon vous, la métropole a la possibilité d'intégrer 2000 personnes ou c'est la trop métropole compliqué? ou la ville? Ah, bah, vous vous présentez pour les deux, je crois, Pape Diouf, parce que les candidats élus aujourd'hui pour le conseil municipal siégeront demain à la communauté urbaine et demain à la métropole. Oui, mais la métropole n'est pas encore faite. On est en train de discuter sur ce que va être cette métropole. Donc c'est un autre sujet. En tout cas, est-ce qu'à l'échelle de la métropole, 2000 Roms, on a possibilité de les intégrer? Écoutez, de toute façon, moi je pense toujours qu'il y a une possibilité de trouver des solutions, tout le temps. Évidemment, le chiffre peut paraître important, le chiffre peut faire reculer même jusqu'aux volontés les mieux affirmées, mais moi je suis persuadé qu'on peut trouver une solution
à ces questions, on peut réguler beaucoup mieux ce flux par des décisions qui seraient donc évidemment des décisions étatiques, mais aussi des décisions, je l'aurais dit, partagées par toutes les institutions de la métropole. À Gardanne, par exemple, il y a un terrain qui accueille 80 personnes à peu près, et c'est le maire qui a mis ça en place concrètement, avec la police municipale autour, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement. C'est quelque chose qui est reproductible à Marseille? Pourquoi pas? Ça devrait pouvoir l'être ici à Marseille. Sauf que il ne faut pas, comme je l'ai dit, les bonnes décisions sont celles qui ne mettent pas une partie de la population, je dirais, dans une situation de contestation, une situation de mécontentement. Les bonnes décisions sont celles qui naissent, me semble-t-il, de la plus large concertation. Il faut aussi, même les populations qui semblent ne pas être concernées, qui subissent parfois, j'allais dire, les assauts de ce qu'on appelle parfois la venue massive de ces populations, il faut aussi concerter. Il faut essayer de savoir ce que les uns et les autres pensent de cette question-là, de ce problème, et quelles solutions eux-mêmes ils préconisent. Je crois que c'est ainsi, en essayant de prendre les solutions de tous les côtés, de tous ceux qui peuvent être concernés, qu'on peut arriver à apercevoir une solution. Pour vous, on peut parler d'assaut quand il y a une immigration. Vous avez dit, les gens perçoivent mal ces assauts. C'est un terme guerrier pour vous? C'est vécu comme ça? Parce vraiment? que j'ai eu à lire simplement cette expression-là dans certains journaux. C'est pourquoi je n'ai fait que reprendre. Parce que c'est ainsi, c'est perçu comme ça par certains. Mais vous la reprenez à votre compte ou pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'aurais pu mettre des guillemets. D'accord. Les guillemets, oralement, c'est plus compliqué. Voilà, bon, il me fallait les sous-titres. Merci. Clémentine, une dernière question sur le forum, et puis après on fera une petite respiration, un petit reportage vidéo. Alors, Clémentine. ça réagit beaucoup sur les Roms. Ah, décidément, décidément, on va rester sur ce sujet-là. Donc, concernant les Roms, vous dites il faut nous protéger de ce que nous voyons, c'est-à-dire. Vous avez dit il faut nous protéger de ce que nous voyons, donc ce que nous écrit un internaute, et il nous demande c'est-à-dire. Je ne me souviens pas avoir dit ça de cette manière-là. C'est peut-être sorti d'un contexte. Bon, écoutez, moi j'ai du mal aussi à le replacer dans le contexte. Bon, on va passer au petit reportage et puis on va essayer de se remémorer ça. Peut-être que notre internaute aura le temps aussi de préciser sa pensée. Et on reviendra sur cette question. Tiens, si précise, vous nous faites signe, Clémentine, et on y va. Allez, petit reportage vidéo. On va voir ce que vos concurrents pensent de vous, Pape Diouf. C'est parti, vous pouvez regarder ici. Ce qui me plaît dans l'initiative de Pape Diouf, c'est que c'est issu de la société civile. Et sérieusement, avoir un maire d'une grande ville, issu de la diversité noire, ça ne vous a pas échappé, ça me fait grandement plaisir. Que tout ça bouge les lignes, ça me fait plaisir aussi. J'adore les certitudes d'une Valérie Boyer, tout va bien, c'est uniquement contre Minucci que Pape Diouf se présente. Tout ça est complètement stérile. Nous essayons, avec Pape Diouf, de présenter une liste citoyenne, des listes citoyennes les plus larges possibles. Alors on démarre, on va voir comment tout cela se passe. Ce sera le plus large possible. Je vous le dis, les gens issus du Modem comme moi seront une petite pierre de la mosaïque générale que nous allons construire, une toute petite pierre. Si nous réussissons, nous ferons bouger dans les différents quartiers de la ville de Marseille des centaines, des milliers de personnes qui ne voulaient plus aller voter ou qui trouvaient que le combat tel que nous le vivions depuis quelques semaines ressemblait comme de gouttes d'eau au combat des autres années. Eh bien voilà, il y a du changement, il y a du bouleversement, c'est pas mal. Et je suis très très content de pouvoir y participer. Pape Diouf n'est pas une division, Pape Diouf n'est pas un parti politique, c'est une personnalité, nous verrons qui Pape Diouf est capable de réunir avec lui, quel est le contenu de son programme. De toute façon, nous savons que pour battre Jean-Claude Gaudin et pour changer le destin de la ville, il faudra des rassemblements qui se feront au deuxième tour. Moi, je ferai les rassemblements avec tous ceux qui sont en cohérence avec mon programme, avec ma volonté de changer le destin de Marseille. Et que ce soit M. Diouf ou que ce soit le Front de gauche, à partir du moment où nous avons cette volonté commune, les choses peuvent se faire ensemble. Cette candidature un peu précipitée vient certainement troubler le jeu à gauche, renforcer la difficulté à gauche. Nous avons une gauche avec 4 listes, émiettée, divisée, explosée même, et ça va être très compliqué pour Minucci. Oh, Pape Diouf, c'est comme tout citoyen, il a le droit de se présenter, mais franchement, je ne sais toujours pas ce qu'il propose. Il dit ni droite ni gauche, etc.
c'est un citoyen qui se présente. Moi aussi, je suis un citoyen qui me présente, etc. Mais voilà, bon, je me présente sur des valeurs, je me présente sur un programme, et je veux que le rassemblement ne se fasse pas autour du front de gauche, je veux qu'il se fasse autour du programme, des propositions que nous faisons, et dans la mise en œuvre. Moi, ce qui Allez, me voilà plaît... Pape Diouf pour les réactions. Dans ce petit reportage, on a notamment vu Jean-Luc Benamias qui était très enthousiaste à une époque sur votre candidature. Aujourd'hui, il est avec Patrick Mennucci. Vous le regrettez un peu? Mais Benamias, de toute façon, reste pour moi un homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime, pour lequel j'ai aussi beaucoup de respect. À l'époque, je pense, où il prononçait les propos qui sont les siens aujourd'hui, c'est qu'il le croyait. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas aujourd'hui sur le même bateau que je dois changer, je dirais, l'appréciation que j'ai de l'homme. Mais vous regrettez qu'il ne soit pas avec vous? Écoutez, je n'ai pas de regret à vrai dire. Je dis simplement que les choses n'ont pas pu se faire. C'est moins avec lui que le désaccord a été entériné qu'avec peut-être son coéquipier. Christophe Madrol. La réalité est que Madrol a déclaré qu'il avait rompu les négociations. Mot impropre, puisque pour négocier, il faut avoir quelque chose à proposer. Or, nous, on n'avait absolument rien à négocier. Pour négocier, il faut avoir quelque chose. Concrètement, il était trop gourmand? Pas du tout, même pas. C'est qu'il était simplement, lui, dans le jeu politicien. D'où nous sommes-nous complètement sortis. La seule chose qu'on pouvait lui proposer, c'était de lui dire, mais rejoignons le camp des Marseillais, rendons aux citoyens la politique et rendons aux Marseillais Marseille. C'est tout. Mais ça, évidemment, quand on est dans la politique politicienne, c'est plus compliqué à entendre. Ça ne lui suffisait pas, c'est ça que vous dites? Évidemment. Alors aujourd'hui, il est sur la liste de Marie-Arlette Carlotti dans les 4e et 5e arrondissements. 4e. Ça montre quand même la solidité de certaines convictions. D'accord. Bon, Christophe Madrol aura évidemment l'occasion, si je le souhaite, de réagir à ce petit tacle quand même. Oh, c'est pas un petit tacle, mais c'est lui-même qui a dit à un moment donné, en parlant de nous, qu'on manquait d'expérience, qu'on était un peu amateur. J'ai dit oui, il a raison. Ah, là, nous manquons, pour le coup, véritablement d'expérience en matière de clientélisme. Nous manquons beaucoup, effectivement, d'expérience en matière de cumul des mandats. Nous manquons beaucoup d'expérience en matière, j'allais dire, de petits arrangements entre copains. C'est vrai. Mais si vous prenez la liste que j'ai l'honneur aujourd'hui d'amener et de présider, elle n'est constituée, elle n'est composée que de gens absolument compétents qui, en tout cas dans leur secteur d'activité, ont démontré et compétence et surtout, j'allais dire, professionnalisme. Et ces gens-là, on ne peut quand même pas leur jeter à la figure un manque d'expérience. Je le redis ici, moi je travaille depuis 17 ans, 18 ans. Mais est-ce que c'est pas un côté tous pourris quand vous dites ils sont tous clientélistes, ils sont tous... Je dis simplement, moi, ce que je n'admets pas, c'est que, parce qu'on est dans la politique depuis des années, dès que quelqu'un s'approche de ce qu'on appelle la chose publique, tout de suite on le taxe d'inexpérience. Il faut arrêter avec ça. On l'a dit, je pense, tout à l'heure, dans le monde anglo-saxon, on a vu, et on le voit, des gens qui ont réussi dans leur carrière professionnelle, rentrer dans ce qu'on appelle la chose publique. Ce qui présente de toute façon deux avantages. Le premier avantage, c'est que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, parce qu'ils ont travaillé, ils peuvent parler de secteurs qu'ils ont eu à maîtriser. Et puis deuxièmement aussi, pour avoir longtemps travaillé, ils n'ont pas forcément besoin des subsides publics pour vivre. Allez, j'imagine que sur les forums, tout cela fait réagir. Clémentine, oui, qu'est-ce que vous allez nous raconter? On peut dire que nos internautes aiment la politique politicienne. On a un commentateur qui nous dit « Vous incarnez, comme d'autres listes municipales du côté de Toulouse ou Rieux-la-Pape, de nouvelles expériences en dehors des partis. Quelle ligne pouvez-vous faire bouger en quelques semaines? Allez-vous continuer après les municipales ?» Vous savez, l'avantage que nous avons, et qui est grand, qui n'est pas rien, c'est que nous avons une totale liberté d'expression et une totale liberté d'attitude. Nous n'avons absolument rien, comme je l'ai dit déjà, à préserver ou à défendre. Ni position, ni privilège, ni acquis. Cela nous laisse quand même une très grande liberté. Contrairement, certains m'ont dit parfois, oui, mais votre programme ressemble parfois à celui de Mennucci. Oui, mais je le dis, je le reconnais.
il y a des points, même si tout n'est pas semblable, puisque quand même il y a des questions que nous soulevons, nous, et qui ne sont pas forcément soulevées chez M. Benouchi. Exemple? L'histoire de la mer. Pour nous, la mer est, au vu de la situation géographique de Marseille, c'est quelque chose d'essentiel qui devrait être promu différemment pour apporter à la ville, j'allais dire, un surcroît de confort. Mais bon, il est vrai qu'entre lui et nous, il y a beaucoup de points de similitude dans les programmes. Mais la différence, c'est que nous, je l'ai dit, nous avons cette liberté d'attitude et cette liberté d'expression qu'il ne peut pas avoir pour une raison simple, c'est qu'il fait partie d'un parti important, d'un mouvement politique, d'un appareil. Et qu'on sait que dans tous les appareils politiques, il y a effectivement la nécessité de ménager certaines susceptibilités. Il y a la nécessité effectivement de tenir compte des divergences parfois qui traversent horizontalement le même mouvement. D'autant, en l'occurrence, qu'on sait tout à fait que le Parti socialiste reste dans la typologie telle que Maurice Duverger nous l'a enseigné en tout cas, un parti, j'allais dire, attrape tout. Donc c'est très compliqué, c'est là où il y a une différence. Et de l'autre côté, il y a effectivement une droite qui est très conservatrice, une droite qui aujourd'hui compte dans ses rangs des hommes et des femmes qui sont là depuis 10, 15, 20, 30 ans. Alors forcément, là aussi le conservatisme asphyxie toute démarche. Mais vous n'avez pas parlé de la suite, on vous a demandé la suite. Clémentine, j'imagine que vous alliez insister là-dessus. Exactement, c'est une question qui intéresse nos internautes. On nous demande, allez-vous faire alliance avec Patrick Mennucci au second tour? Mais vous savez, je vais vous dire, c'est une question aussi que les journalistes, en tout cas, très souvent, même si là ce sont les internautes, que les journalistes ont le réflexe et le tic de me poser toujours. Sachez une chose, si aujourd'hui je devais répondre, je vais tout de suite rejoindre Mennucci pour le deuxième tour, on ne nous prendrait pas très au sérieux. Les gens commenceraient par me dire, mais il aurait dû commencer par là. Et puis, rien n'empêche non plus de penser peut-être que c'est Mennucci qui pourrait avoir à me rejoindre. D'accord, mais est-ce qu'on peut... Je finis. Mais est-ce qu'on peut au moins savoir si vous vous sentez plus proche de Mennucci ou de Gaudin? Laissez-moi finir. Moi, je pose mes questions. On peut aussi se poser, mais je vous donne mes réponses. Si vous ne me laissez pas répondre, je ne peux pas non plus répondre à 2 ou 3 questions en même temps. Ouais, allez-y. Voilà. Et je disais simplement que la question, elle est que de savoir ce que je vais faire. Je ne sais pas encore. Peut-être que Mennucci, mais lui-même, il aura besoin de moi. Peut-être que c'est lui qui viendra me rejoindre. Alors, je vais vous donner une réponse qui est toute personnelle. D'abord, les voix que je pourrais avoir ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent aux électeurs, qui ont tout à fait toute l'attitude de choisir, dans un deuxième tour, le réflexe électoral dont ils ont envie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que, si, en ce qui me concerne, ces électeurs qui nous ont fait confiance veulent quand même savoir ce que nous pensons et ce que nous souhaitons pour ce deuxième tour, nous poserions, dans cette hypothèse-là, les questions publiques qui conviennent à ceux à qui il faudra les poser. Et il faudra qu'ils répondent. Exemple de question, est-ce que, en étant maire, vous allez quand même doter le quartier de la Belle de Mai d'une bibliothèque, enfin, mais publiquement. Voilà. Négociation publique. De toute façon, les décisions que nous serons amenés à prendre sur le plan individuel ou même sur le plan collectif iront dans le sens de l'intérêt des Marseillais. Ça, c'est incontestable. Mais que nos internautes comprennent bien. Je vais revenir à ma question. Oui, je vous permettez, moi bien aussi, sûr. je finis mes questions. Bien Alors, nos internautes se demandent ce que vous allez faire. Est-ce que vous dites on va poser le débat sur la place publique? Mais est-ce que ça veut dire que vous allez faire cette offre à Jean-Claude Gaudin et à Patrick Mennucci, ou seulement à Patrick Mennucci, parce qu'on vous dit quand même que votre candidature est plutôt de gauche, et ça se vérifie dans votre programme? C'est terrible quand j'entends de gauche, de droite. C'est vrai que, pour moi, il y a des valeurs humanistes qui ne sont ni de gauche ni de droite. Réparer un lampadaire défectueux n'est ni de gauche ni de droite. Doter une école de moyens tels que les enfants qui y vont soient dans des conditions optimum d'apprendre et de recevoir leur enseignement, c'est dans cette école-là y avoir des enfants aussi bien de militants de gauche que de militants de droite. Ce n'est donc ni de gauche ni de droite, cette action. Cela dit, le seul camp aujourd'hui qui est le nôtre, c'est le camp des Marseillais. C'est le camp des Marseillais. Celui qui va dans le sens de ses intérêts. Celui qui a souhaité laisser la politique politicienne en entrant à la porte des vestiaires, si vous me passez l'expression, et toute idéologie aussi à la porte des mêmes vestiaires. C'est ça qui nous importe. Parce que, alors, je vais vous dire quelque chose quand même.
Certains ont été jusqu'à dire que Pape Diouf est instrumentalisé. Paraît-il que je suis instrumentalisé par Godin. Paraît-il que je suis instrumentalisé par Tapi. Paraît-il que je suis instrumentalisé par Hollande. Et même, j'ai entendu par Dieudonné. Formidable quand même que je puisse être instrumentalisé par autant de personnalités si différentes. Ça fait beaucoup de marionnettistes, vous dites. Ça veut donc dire simplement que je ne le suis pas. Une chose est vraie. J'ai rencontré 1 mois et demi avant l'élection le Premier ministre. J'ai rencontré le secrétaire général de la présidence. J'ai rencontré le président de la République. On sait logiquement que ces personnalités, ce sommet de l'État, souhaitent évidemment qu'on puisse soutenir l'action de Menouchi, puisque Menouchi, il faut le reconnaître, a été légitimé par le vote des primaires. Mais si au jour d'aujourd'hui, je me suis présenté non pas sur les listes de Menouchi, mais sur des listes indépendantes, c'est qu'il a quand même été très difficile de me convaincre. Mais votre offre de négociation, elle ira aussi vers Jean-Claude Gaudin? Vous n'avez pas répondu sur cette question. Mais je n'ai pas à répondre à cette question, parce que d'abord, nous n'en sommes pas là. Et comme je le dis, il se peut que l'offre de service me vienne des autres et non pas de moi. On attendra. Vous vous imaginez sur une même liste que Jean-Claude Gaudin? C'est pas impossible. Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, si Jean-Claude Gaudin demain, si vous pensez que Jean-Claude Gaudin demain peut tout à fait être dans le droit fil des exigences qui sont les nôtres, dans le droit fil de, d'être dans le camp des Marseillais complètement, comme nous le souhaitons, comme notre programme le demande, Jean-Claude Gaudin est un Marseillais comme un autre Marseillais. Allez, Clémentine, un petit tour sur les forums. Voilà, alors on nous demande, votre candidature ne risque-t-elle pas de favoriser une triangulaire et l'arrivée de Stéphane Ravier et de ses joyeux compagnons au conseil municipal? Autre question qui m'a été posée, oui, Le effectivement, risque l'éparpillement des voix, qui peut effectivement favoriser le Front National. Pourquoi ne pas considérer aussi que les choses peuvent se passer différemment? Je suis de ceux qui pensent, c'est mon sentiment, que le vote qu'on dirige vers le Front National n'est pas un vote biologique ou idéologique. C'est un vote de dépit. On a dépassé la contestation. On n'en est plus au stade de la contestation, mais on en est aujourd'hui au dépit. Le dépit qui amène l'électeur à se dire « je n'ai pas envie de voter pour les partis traditionnels, mais je vais voter pour un parti aux idées extrémistes, quitte à embêter, à emmerder complètement les partis traditionnels. » Ces électeurs-là, si une autre offre leur paraît répondre beaucoup plus à ce qu'ils souhaitent, si une autre offre leur paraît effectivement, peut les ramener au bercail électoral beaucoup plus traditionnel, alors pourquoi ne pas penser à ça? Pourquoi ne pas penser que nous, plutôt que de faire éparpiller les voix, on peut aussi ramener, j'allais dire, des gens, des électeurs, qui peut-être avaient choisi l'extrémisme par dépit. D'accord, donc pour vous, vous dites, moi, je vais surtout faire venir voter des abstentionnistes et des frontistes, ou en tout cas des électeurs du Front National? Pourquoi faut-il toujours que vous soyez réducteur? Je n'ai pas dit ça. Vous m'avez posé une question à laquelle j'ai répondu. Mais je n'ai pas dit simplement ça. Je dis que à partir du moment où on me dit, on pense, on me reproche par anticipation que je puisse éparpiller les voix et en enlever à la gauche, je vous dis, pourquoi ne pas considérer aussi que je peux en prendre ailleurs? C'est ça que j'ai dit. Et la deuxième chose, effectivement, et ça c'est patent, j'ai dit qu'à Marseille, il y a une telle partie des abstentionnistes qu'il est bon de rendre à ces gens-là, à ces citoyens-là, la politique. La politique qui est la gestion de la cité. La politique qui est le gouvernement des choses de la ville au bénéfice du plus grand nombre. C'est ça que je dis. Et rendre aussi aux Marseillais leur ville Marseille. C'est ce que j'ai dit. Cultiver le sens de l'intérêt général. Évidemment. C'est ça qui me paraît essentiel et important aujourd'hui. Mais je n'ai pas dit, je ne veux pas être réducteur. Allez, Clémentine, sur les forums, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on nous demande, métropolitain, on nous demande dans votre programme, vous affirmez vouloir conserver un centre-ville populaire, mais comment rétablir la propreté, l'ordre et rendre le centre-ville attractif sans gentrifier? Évidemment, aujourd'hui, prétendre avoir des solutions à tous les problèmes, ce serait tomber précisément dans les travers que nous dénonçons. Je l'ai dit en préambule, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions à tous les problèmes. Nous sommes un groupe d'hommes et de femmes
convaincu que Marseille mérite autre chose, convaincu que cette ville défigurée, que cette ville a besoin d'être recousue sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur tous les plans. Nous en sommes convaincus. Mais nous savons aussi que la municipalité n'a pas toutes les solutions, n'a pas toutes les clés pour ouvrir les portes. Parce que autant en France, on parle très souvent de décentralisation, souvent la décentralisation, ce qui a priori ou en théorie donne en tout cas aux communes et au pouvoir local une certaine autonomie, on ne parle pour ainsi dire jamais de déconcentration. Or, une décentralisation qui ne serait pas accompagnée d'une déconcentration ne servirait pas à grand-chose. On sait qu'en France, le pouvoir est concentré et qu'il est à Paris. Donc il faudrait arriver à un double mouvement, à une décentralisation et enfin à une possibilité pour les communes, pour le pouvoir local, d'avoir des moyens qu'aujourd'hui ce pouvoir n'a pas. Donc on ne peut pas attendre d'un pouvoir local toutes les solutions. Il n'en reste pas moins que ce pouvoir local peut avoir un pouvoir d'influence auprès de l'État central. Il n'en reste pas moins que ce pouvoir local peut, en fixant des priorités, réduire ici ou là des dépenses peut-être farfelues, peut-être inutiles, pour essayer de renforcer d'autres secteurs. Il est vrai que le centre-ville a perdu, j'allais dire, de son côté étincelant, de ce côté qui faisait qu'à Marseille, oui, le centre-ville avait, j'allais dire, une vitalité qui faisait que, mais quand on citait la Canebière, ça restait, j'allais dire, j'allais presque dire c'était nos Champs-Élysées. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Oui, il y a des choses à faire. Ces choses-là, on ne peut pas les faire tout seul. Il faudra les faire en ayant bien identifié tous les problèmes, mais avec les Marseillais. On parle du centre-ville, il y a des quartiers populaires, Noailles, Belzins dans ce centre-ville. Qu'est-ce que vous proposez généralement pour ces quartiers pauvres, souvent où les habitats sont souvent dégradés? Qu'est-ce que vous proposez? Quelles pistes en tout cas de réflexion vous entendez mener pour venir en aide aux habitants de ces quartiers? Vous savez, quand on prend la dégradation de certains quartiers, elle s'accompagne très souvent, ou en tout cas elle est précédée, plutôt j'allais dire, d'une paupérisation incontestable. Puisque même quand certains dénoncent parfois les grands ensembles qui existent en dehors de la ville proche, de ce qu'on appelle les quartiers, puisqu'ici on n'a pas véritablement de banlieue à la parisienne. Les banlieues sont plutôt, dans Marseille. Exactement, nous les quartiers. Quand on parle effectivement de ça, souvent j'ai dit, je pense que la paupérisation a précédé et on dit les grands ensembles, c'est peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Sans doute, mais les grands ensembles, il y en a dans d'autres quartiers, dans le sud de la ville. Quand vous prenez des ensembles comme Thalassa, quand vous prenez des ensembles comme la Cardinelle, ce sont de grands ensembles aussi. Et pourtant, les dégradations et la paupérisation qu'on peut déplorer dans d'autres quartiers, on ne les a pas. Ce qui veut dire qu'il faut rééquilibrer. Vous savez, moi, je suis contre la discrimination positive. C'est une notion qui ne m'est pas accessible, que, en tout cas, je ne souhaite pas, disons, dont je ne souhaite pas voir l'application. Sauf, quelquefois. Et c'est vrai que dans Marseille, dans cette ville-là, cette discrimination positive peut peut-être aider certains quartiers à se relever un peu plus, en y envoyant des enseignants plus qualifiés qu'on y trouve, en essayant d'y édifier, j'allais dire, des centres, pas des centres culturels, mais quelque chose qui ressemble à ça. Sans revenir à ce qu'André Malraux avait créé, les maisons de la culture, on peut arriver à trouver, me semble-t-il, des solutions, des centres sportifs, on en a parlé tout à l'heure, des piscines, des bibliothèques, de manière à pouvoir rééquilibrer un peu les différents quartiers de Marseille, afin de sortir de cette sorte de dualité entre deux pôles existant dans une même ville. Ça, c'est ce qui m'apparaît comme la première démarche qu'il fait entreprendre. Il faut, à un moment donné, arriver à ce que, notamment au niveau de l'éducation, parvenir à donner aux quartiers les plus défavorisés la possibilité aux enfants de ces quartiers-là d'être mieux formés, d'être bien formés aux métiers d'aujourd'hui et aux métiers de demain. Puisqu'il faut savoir que même en matière de sécurité sanitaire, il y a comme un déséquilibre. Et certains démontrent avec assez d'éloquence que la surmortalité se vérifie davantage
dans les quartiers défavorisés que dans les autres quartiers. Allez, on entre dans les 10 dernières minutes, je vous rappelle, hein, vos dernières questions, vos dernières réactions avec le hashtag live MarsActu dans les commentaires dans le forum juste à côté de la vidéo. Et puis, allez, on va y aller, Clémentine. J'imagine qu'il y a encore des réactions par rapport à ce que dit Pape Diouf. Il doit y avoir du droit de suite du côté de nos internautes un petit peu. Alors, justement, nos internautes se demandent comment convaincre les abstentionnistes, quelle est votre différence ? Ah, comment vous allez redonner ce goût de l'intérêt général? On en parlait. Mais vous savez, je peux le faire sans démagogie aucune. J'ai dit tout à l'heure que contrairement aux autres, nous, en ce qui nous concerne, nous n'avions absolument rien à cacher et nous n'avions rien à défendre. C'est quand même pas rien. Pour quelqu'un qui s'est dit depuis fort longtemps « je ne vote plus », d'entendre ce discours-là, c'est quand même entendre quelque chose de nouveau. Mais est-ce que vous leur proposez pas assez de concret? On se dit, non, mais une méthode, d'accord, mais est-ce que ça suffit une méthode? Est-ce que vous avez lu notre programme? Oui, bien sûr. Vous avez eu la gentillesse de nous le donner. Et vous allez me dire que dans ce programme-là, il n'y a pas de quoi satisfaire, j'allais dire, tant et tant de Marseille. Mais tout le monde ne le lira pas, ce programme. Là, vous avez une heure, on a peut-être besoin d'avoir des éléments plus concrets que cette méthode. Mais ces éléments concrets-là, attendez, ils sont formidables, ces journalistes. Pourtant, c'est le seul métier que je n'ai jamais exercé. Hein, mais bon, ce que je vous dis... À la Marseillaise. Pas seulement là-bas, j'ai exercé aussi dans d'autres endroits. Mais à la Marseillaise, principalement, c'est vrai à Marseille. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ne vous donne pas le programme, ils n'ont pas de programme, c'est disqualifiant. Et quand on vous donne le programme, ça n'intéresse plus personne. Mais si, ça m'intéresse, je vous pose des questions dessus. Vous l'avez, posez-moi des questions très précises sur ce programme-là. Alors, ce que je voulais dire, pour répondre à la question quand même qui m'a été posée, comment on peut faire pour essayer de convaincre les abstentionnistes? C'est ça la question. C'est d'abord, ce que j'ai dit, c'est que nous n'avons pas d'opposition à défendre. Je le redis, nous n'avons pas de privilèges à préserver. C'est incontestable. Pour ma part, si j'avais... Moi qui suis quand même, j'allais dire un peu la figure de proue peut-être de ce rassemblement. Si j'avais des, comment vous dire ça, des privilèges à défendre, si je devais tomber dans ce travers-là, je n'aurais pas été là à parler en tant que candidat sans étiquette, en tant que candidat indépendant. J'aurais simplement répondu aux multiples propositions qui m'ont été faites à tous les niveaux. Si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il y a quand même en moi une conviction qui m'amène à penser que on doit pouvoir faire autre chose. Et si je suis là, je ne suis pas un homme politique, j'entreprends une démarche citoyenne. C'est-à-dire qu'avec des gens, plusieurs gens, des centaines de gens, nous en sommes arrivés à peu près à la même conclusion. Marseille ne peut pas continuer à vivre, on ne peut pas continuer à vivre à Marseille comme on le fait. Il faut que les choses changent. On a eu à peu près la même réflexion, nous tous. La seule différence qui me place à la position où je suis aujourd'hui, c'est que certains m'ont dit, finalement, c'est toi qui as peut-être le morceau de notoriété indispensable pour être devant. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Est-ce qu'un constat, ça suffit pour être élu, Pape Diouf? Est-ce que faire un même constat, ça suffit? Attendez, non mais, parce que de toute façon, il ne faut pas bourrer les gens, j'allais dire, de chiffres et de programmes dont ils savent exactement que ce ne sera jamais fait. C'est ça qui a amené les gens, justement. C'est un peu, avec parfois votre complicité aussi, de vouloir toujours insister sur des programmes que les gens savent, de toute façon, peut-être applicables, mais jamais appliqués. C'est ça le vrai problème. Donc il faut leur donner des exemples très précis, leur parler ce qu'ils peuvent entendre, ce qu'ils peuvent comprendre. Non pas de les, abreuver de programmes, on va faire ceci, on va faire cela, parce qu'ils savent que les politiques n'ont jamais fait ce qu'ils ont dit, que les promesses étaient des promesses de Gascons. Alors qu'en leur parlant comme je leur parle là, ils se disent là, il y a quelque chose quand même qu'on peut vérifier. Il y a là quelque chose de vrai. Voilà la différence. Alors vous n'allez pas faire de mon homme politique qui va rester là à égrener un catalogue de promesses. On va faire ceci, on va faire cela. Non, je leur dis simplement, voyez-vous, écoutez-moi, et si je voulais simplement des intérêts, si je voulais défendre des privilèges, mais je ne serais pas là en train de parler avec vous puisque j'aurais accepté ce qu'on m'a proposé par ailleurs. C'est beaucoup plus difficile pour moi aujourd'hui d'être là, de me battre comme je le fais, mais plutôt que d'accepter les privilèges qu'on m'a proposés. On a bien saisi ce point. Clémentine, est-ce qu'il y a un dernier thème? Allez, je vous laisse une dernière chance, un dernier thème que les internautes voudraient voir développé par Pape Diouf.
Alors, j'ai une question sur la démocratie locale. Allez-vous mettre en place des conseils de quartier pour donner plus de pouvoir aux citoyens? Allez, la proximité, comment ça s'organise concrètement? Pas les CIQ qui existent aujourd'hui, dont les responsables, d'abord, dont on sait comment ils ont été constitués. Aujourd'hui, c'est plus, j'allais dire, une sorte de conseil des anciens qui repose davantage sur, j'allais dire, oui, l'ancienneté dans le quartier que sur une réalité. Redonner effectivement au quartier vie et vitalité me paraît être tout à fait essentiel. Et pour ce faire, il y a matière à réflexion, il y a matière à discuter avec ceux qui habitent dans les quartiers pour voir avec eux comment on peut évidemment réanimer une forme de démocratie locale qui peut, à travers, je dirais, des discussions, à travers des concertations, parvenir à créer comme une sorte de cahier des charges de chaque quartier, cahier des charges qui devrait être transmis aux autorités locales, lesquelles doivent nécessairement tenir compte de ça, de manière à pouvoir, avec harmonie, réaliser les développements dont la ville a besoin. Oui, je suis d'accord pour que, effectivement, les quartiers connaissent un autre développement que celui aujourd'hui qu'on connaît, puisque quand vous prenez ce que j'ai appelé les CIQ, bien souvent, ceux qui sont à la tête de ces micro-institutions, ils ne savent même pas s'il faut s'adresser à la mairie centrale, s'il faut s'adresser à la mairie d'arrondissement ou s'il faut s'adresser à la communauté urbaine. Donc sur la participation aussi, du renouvellement sur ceux qui incarnent cette participation via ces conseils notamment. Évidemment. Alors Clémentine, dernière rubrique, je crois qu'on a des questions cash, des questions où il va falloir vous répondre vite et clairement si possible, Pape Diouf. Ah, parce que j'ai pas été clair jusqu'à présent. Si, assez, mais en tout cas, il fait bon le rappeler, non? D'accord, tout à fait. Alors, sur ces questions, on nous demande avec Bernard Tapie, vous êtes copain ou copain-copain? En un mot. Mais je ne peux pas répondre en un mot. Pour la bonne et simple raison, quand Bernard Tapie est venu ici à la fin des années 80, début des années 90, j'étais le seul journaliste à m'être opposé à lui. Quand la Tapimania a déferlé sur la ville, j'étais le seul à dire non. Je ne suis pas d'accord avec lui là. Non, je ne suis pas d'accord. Le seul. À l'époque, même mes confrères de l'époque, avaient tous fait acte d'allégeance. Alors aujourd'hui, si j'ai avec Bernard Tapie des relations, c'est vrai, plus que de courtoisie, des relations de copains, c'est vrai, c'est parce que c'est un homme qui n'a jamais lâché Marseille depuis qu'il est venu là. C'est un homme qui a, contrairement à beaucoup d'autres présidents, par exemple de l'Olympique de Marseille, ne se sont jamais plus intéressés à la question olympienne, et lui toujours. Même s'il ne va pas au stade, lorsque j'étais président, très régulièrement il m'appelait pour s'informer, pour savoir ce que je faisais, ce que je ne faisais pas, et discuter avec moi. Vous êtes des copains, mais il n'y aura pas de copinage avec Bernard Tapie? Non, il n'y a pas de copinage, voilà, il n'y a pas de copinage du tout. Mais bon, je pense qu'il a pour moi une considération que je lui rends bien. Allez, on nous demande aussi dans quel quartier habitez-vous? Dans le 7e. Alors, on nous demande également quelles seront vos premières actions si vous êtes élu? Vraiment brièvement, première action. La première, allez, la toute première, symbolique. Conseil municipal, l'école, l'école, l'école. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, Clémentine. Voilà. Merci beaucoup, Pape Diouf, d'avoir été avec nous pendant cette heure. Merci d'avoir répondu aux internautes. Merci, Clémentine. Voilà. Alors, on a pas mal de questions en suspens, notamment sur le quartier numérique. Vous savez, on a plein de sujets qui sont très chers à nos internautes. On vous demandera si vous voulez bien d'y répondre, pour qu'on puisse leur apporter une réponse. Il n'y a pas de mauvaises questions, il ne peut y avoir que de mauvaises réponses. Voilà. On relira vos réponses avec attention et puis on laissera les internautes juger si elles sont bonnes ou mauvaises. Merci encore d'avoir été là. On va remercier aussi nos amis de Synapse et de Nastéo qui nous permettent de réaliser ces lives sur Mars Actu. On se retrouve très vite avec un nouveau candidat au municipal. À très bientôt.